Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 36e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. L'auteur dont je vais vous lire quelques pages aujourd'hui est Romain Savignac. Né en 1983 à Périgueux, résidant à Bassillac et Aubroche, Romain Savignac est artiste peintre, écrivain, poète, auteur de chansons et de slams. Lors d'une émission précédente, nous avons pu apprécier la fougue de sa poésie. C'est sa plume inventive d'auteur de science-fiction que je vous propose de découvrir à travers la lecture des premières pages de son roman « Les Gardiens d'Andris ». Bonne écoute. Chapitre 1. Le cockpit, soutenu par deux pattes d'équilibrage aux formes baroques, donnait au vaisseau des allures de cétoine. Ses réacteurs, accrochés de part et d'autre, évoquaient deux mandibules enflammées. La coque isotherme, striée de reflets métalliques, était percée de 80 hublots trapézoïdaux. Le pont supérieur s'élevait en degrés, formant une large esplanade en fer de lance. À bord, l'équipage s'affairait en silence, emmitouflé dans de lourdes touloupes, manteaux tissés de laine d'agneau. Les manœuvres, eux, portaient des casques transparents en forme de crâne. Ils accomplissaient les dernières vérifications avant l'atterrissage sur l'aérogare de Djoukaan. L'habitacle vaste et froid évoquait une cale où s'alignaient des couchettes hémisphériques. Des modules segmentés par des montants tubulaires dessinaient un réseau rigide, presque carcéral. L'air était saturé d'une vapeur fine, exhalée par le système de conditionnement. Des tuyaux gainés chuintaient, acheminant l'oxygène jusqu'au diffuseur tamisé. Rien à bord ne laissait deviner les températures extrêmes que le fuselage avait affrontées en pénétrant l'atmosphère de cette planète hostile. Derrière le sas du cockpit, une équipe de techniciens mesurait la résistance de la coque. Assise non loin, une femme attendait. Sa grande capeline pourpre, ajustée à sa taille, tombait en plis rigides autour de ses jambes croisées. Ses doigts ambrés, effilés, s'entrelaçaient sur ses genoux. Son visage émacié vibrait d'impatience. Ses pupilles noires, intenses, fendaient des iris pailletés d'émeraude. Un frisson courut sur sa peau lorsqu'elle murmura enfin « Erxan ». L'homme, chauve et sec, leva à peine les yeux. Sa simple tunique flottait sur ses épaules osseuses. Impassible, il laissa courir les perles de bois d'un chapelet noir entre ses doigts. Son calme contrastait violemment avec l'agitation de la femme. À son empressement, il opposait la patience immuable des bonzes, ceux pour qui le temps s'était arrêté. Elle lui adressa un sourire mauvais. « En vérité, j'ai accepté de vous convoyer jusqu'à votre planète d'exil, la mort dans l'âme. Vous passez pour un homme bon, loyal au credo, mais vous manquez d'ambition. Vous auriez pu obtenir un poste de conseiller gouvernemental. Au lieu de cela, vous vous accrochez à des considérations philosophiques périmées. Et pire encore, vous cherchez à les partager avec le peuple. Ne vous étonnez pas si Prismaïev vous préfère enfermer dans une geôle plutôt qu'en train d'ensemencer des idées de révolte. » Le prophète ferma les paupières, l'air songeur. Puis, lentement, il répondit. « Même nos corps ne tient aucun engagement éthique. Le peuple le sait, mais se tait. Le temps n'est qu'une ellipse, sans début ni fin. La mémoire est une illusion aussi condamnable que le temps standard, et vous le savez bien, tout n'est que relation. L'esprit pense davantage, se souvient plus longtemps, mais le sommeil allonge sa course, tandis que la synchronicité diminue. Et lorsque cette harmonie se brise, le destin s'en trouve troublé. Le magnétisme cérébral s'appauvrit, provoquant une interruption des signaux neuronaux vers le cortex frontal, et avec elle, l'émergence d'une société d'aphasiques et d'amnésiques. Bétaï et moi avons mis en garde contre l'avènement d'une ère de chaos. La femme eut un léger rire, aussi sec qu'un éclat de verre. « Es-tu un mage ?
demanda-t-elle d'un ton railleur. « As-tu été initié à la langue sans mots du Watanavka ?»« Non, je ne tire pas mes pouvoirs des arcanes de Nastaret, mais de la magnétosphère de Magdelyne. » Un silence. Le regard de la femme se durcit. « Je sais qui vous êtes, » poursuivit Erxan. « Vous étiez une pionnière du langage prélinguistique des golems. Votre propre chemin vous a rendu méfiante envers les illusions que sont la nostalgie, l'espoir et la vanité. Mais mon chemin de jade est différent du vôtre. Pourtant, j'ai déjà croisé 2 divinités mineures inféodées au libérateur. Ma dévotion à leur credo subréel m'octroie la capacité d'invoquer... Erxan, pardonnez-moi de vous interrompre, mais le temps m'est compté, et votre timbre monocorde me donne des migraines. Regardez mes mains et fermez-la. » Un frisson remonta l'échine du prophète. La femme psalmodia alors une incantation dans une langue sans syllabes. Entre son pouce et son index, une orbe de magnétisme s'embrasa, tourbillonnant dans l'air comme une sphère d'énergie pure. Son regard s'assombrit, puis, d'un claquement sec de la langue, elle relâcha le charme. Erxan s'écroula. Un rictus de satisfaction ourla les lèvres de la femme. Elle se leva, réajusta les plis de sa cape et s'avança vers la porte du sas. « Enfin, souffla-t-elle, je vais pouvoir regagner Nastaret. » Première partie, pour la gloire du Gale. L'aube teintée de reflets pâres me filtrait à peine à travers le hublot de la chambre. Les stores en liège stratifié ne laissaient passer que quelques éclats de lumière, diffusant une chaleur tamisée dans la cave. Fédor, allongé sur le lit du Marina Hotel, tentait de récupérer d'une nuit d'insomnie. La veille, il avait participé à une réunion interminable du groupe d'action pour la lutte des éphémères. Le sujet, faire sauter le siège de Memnocorps. La majorité avait voté en faveur de l'attentat. Fédor, désigné pour organiser l'opération avec d'autres cadres du Gale, était rentré seul à l'hôtel, incapable de trouver le sommeil. Alicia, sa compagne, lui avait prétexté une migraine pour filer au Green Gob, un bar-tech prisé des Weft Rivers, ces passionnés de technologie et de cybernétique. En réalité, elle devait surtout terminer l'implantation d'un cheval de Troie couplé à une bombe logique visant les serveurs de Diffucom. La tâche était ardue. Les systèmes de sécurité de cette entreprise, engagés pour optimiser la régie publicitaire d'Andris, étaient sous la surveillance constante des freebooters aguerris. Fédor s'étira. Son bras gauche, engourdi, lui rappelait qu'il avait dû dormir dessus. Son bras droit, une prothèse cybernétique, se leva machinalement, manquant de fracasser un néon. Cette prothèse, forgée en métal agglomorphé par un chirurgien clandestin des terres sombres, pouvait générer une force redoutable. Mieux valait éviter d'être dans son champ d'action en cas de geste brusque. Il ouvrit le congélateur et attrapa une capsule de Ginkgo Replay, un complément issu du Ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus. Sur Andris, ces extraits valaient une fortune. Chez les éphémères, leur usage était renforcé par un implant cybernétique révolutionnaire, le convertisseur térastiamnésique. Cet appareil enregistrait et modélisait chaque souvenir sensoriel de son hôte, permettant leur préservation sur 7 cycles de vie. À l'issue de ce cycle, les données étaient transférées à des corps synthétiques permanents. 7 vies consacrées au royaume, ni plus ni moins. Cette technologie remontait à des temps immémoriaux, lorsque les Prismaïev, famille royale d'Andris, avaient hérité du secret de la modélisation biomagnétique des pensées. Mais pour Fédor, la loyauté s'arrêtait là où commençait la lâcheté. Il avala sa capsule et dilua une dose de noradrénaline dans un verre d'eau. Cette substance lui garantirait une vigilance accrue dans les prochaines heures. Il n'avait plus d'emploi depuis 2 mois. La Workmust Foundation, impitoyable, éliminait sans scrupule les lambins comme lui, souvent avec l'aide de mercenaires de l'Empire Ratsfall, l'état rival d'Andris. Face à cette menace, Fédor préférait la prudence. Il enfila un maillot de corps, un corset en kevlar, une touloupe et une chapka. D'un geste, il activa le lecteur biométrique pour clore son speedbail, puis quitta la chambre.
Dans un couloir exigu, il ouvrit son casier et en sortit un pistolet Icare chargé de balles Doom Doom, ainsi qu'un Stone Sleeper, une matraque à impulsion narcoleptique. Descendant les 8 volets d'escalier, il rejoignit le quartier des brocanteurs et artisans. Un module à inversion d'onde magnétique lui permit de traverser rapidement le boulevard des Luthiers, où chaque silhouette lui semblait menaçante. Il atteignit enfin un arrêt de Cloudway, le métro high-tech d'Andris. Le regard levé vers le ciel, il observa les files de véhicules volants qui fendaient l'espace entre les gratte-ciel. Parmi eux, les imposants Bumblebees, cargos bruyants aux formes arrondies, transportaient marchandises et matériaux. Les modèles plus légers, comme les Eagle Soar, se distinguaient par leur cockpit surélevé et leur allure agressive. Plus rapides encore, les Sparrowhawks attiraient les pilotes chevronnés et les élevés qui confiaient parfois leur conduite à des éphémères expérimentés. À l'autre extrémité du spectre, les Sparrowsaurs, plus abordables, ressemblaient à de petits moineaux de métal. Tous ces autojets ainsi que la flotte militaire utilisaient un gaz ultra-volatile, le cléium, comme source d'énergie. Les touristes et citoyens d'Andris pouvaient louer ces véhicules pour parcourir la mégalopole en moins de 2 heures. Fedor, lui, avait d'autres préoccupations. Il ajusta sa chapka et attendit son transport, l'esprit déjà absorbé par la mission à venir. Andris, cité de verre et d'acier, dominait Magdelyne par sa suprématie technologique. Un rêve ambitieux conçu par sa mairesse, Solène Borsaline. Son architecture jouait avec la transparence, la légèreté et l'isolation parfaite. Les immeubles, aux formes élancées et harmonieuses, s'élevaient en remparts courbes et en passerelles aériennes. Chaque espace obéissait à une hiérarchie stricte. Les éphémères, travailleurs interchangeables, étaient cantonnés aux zones fonctionnelles, tandis que les élevés profitaient de quartiers luxueux. Sur d'immenses écrans publicitaires, des images colorées vantaient des assurances contre la perte d'emploi, attirant les regards inquiets d'une foule disciplinée coiffée de chapkas. Dans cet ordre impeccable, des silhouettes fines et uniformes avançaient en file vers les portes des usines, happées dès leur arrivée. Suspendu sous un rail serpentant à travers Andris, un Cloudway glissait en silence, son revêtement bleu pétrole lui donnant des allures spectrales. Il traversait les grands boulevards entre les blocs des différents quartiers. Fedor monta à bord. Son visage banal, peau claire, nez épaté, yeux sciants plissés pour ne pas être ébloui, lui permettait un relatif anonymat. Anxieux, il se tenait près de la porte guettant son arrêt à Quieto Square. Dès l'ouverture, il s'éclipsa avant que les éphémères, exaltés par une nouvelle journée d'usine, ne remplissent la rame. Le couloir qu'il emprunta était revêtu de faïence outre-mer. Des écrans y diffusaient des slogans exaltant le travail. L'honnêteté des travailleurs honnêtes. La contribution de l'ouvrier est la clé de son ascension. Une speakerine impeccablement apprêtée les débitait d'un ton convaincu, mais plus personne ou presque ne croyait à ses promesses. Les éphémères, dans leurs costumes sombres, déambulaient avec une solitude figée sur le visage. Leur sourire forcé n'était qu'un masque. Chacun se répétait en silence « Encore 3, encore 2, encore 1 ». 3 vies à servir les élevés dans l'espoir d'accéder un jour à l'ascension sociale. Dans sa première vie, Fedor avait programmé les logiciels de bord des autojets et drones de location. Un travail tranquille, aussi monotone que les algorithmes qu'il concevait. La machine devait prolonger la main de l'homme sans jamais la remplacer, en théorie. Mais l'intelligence artificielle dépassait souvent la matière grise. Pour sa seconde vie, il avait choisi l'armée. Il n'en avait récolté qu'une amputation après avoir déminé un secteur de Féérus. Et des souvenirs de mort, d'innocents fauchés sans distinction. Cette expérience lui avait pourtant ouvert les yeux. Andris n'était qu'un bastion imprenable, protégé par les complots des élites. Mais une fois qu'on ouvre les yeux, il est impossible de les refermer. Et ce qu'on a vu finit par peser autant que la révolte qui grandit en soi. Soudain, dans le couloir du Cloudway, un groupe d'individus alerta Fedor. Des ratsfouls à en juger l'apparence. Ils arboraient tous les 3 les bonnets phrygiens frisés des habitants de cette contrée. Ils scrutaient la foule s'agglutinant sur le quai et semblaient chercher quelqu'un. Fedor amorça une retraite vers le hall de la bouche qui s'ouvrait sur Quieto Square.
Il remonta, 2 à 2, les marches et traversa une esplanade, bâtie autour d'une rotonde surplombée par la statue de la reine Eloa Prismaïev, debout sur un char de guerre tracté par 3 panthères. L'ensemble avait été forgé dans le bronze. Fédor sentait qu'il était filé. Sûr de leur supériorité, ces limiers semblaient se moquer royalement d'être discrets ou non. Fédor glissa une main moite dans sa touloupe et dégrafa le zip de cuir de son holster de cuisse. Il engagea une doum-doum dans la chambre du canon. Sans tourner la tête, il tendit le bras Cyberprint qui se déploya comme un nunchaku dans son dos et tira. Le coup de feu, comme le grondement d'une marche militaire, dispersa la foule d'éphémères. Un râle, à travers le tumulte, indiqua qu'un des mercenaires était hors service. Fédor se retourna, jaugea la distance qui le séparait des Razful. Il dut compter avec toute l'acuité que lui offrait la Noradrénaline pour esquiver 2 hachettes lancées avec 20 cm d'écart. La première passa au ras de sa pommette, la lame ratant sa cible, mais le manche fit tomber sa chapka. L'autre alla se ficher dans le poignet Cyberprint, s'étant positionné en parade, bloqué comme un éclair. De fait, le mercenaire se retrouva désarmé. Les jambes arquées, il arborait une tunique aux camailleux de relief vert, des épaulettes de quarterback, un visage maigre. Un exodeur en métal lui couvrait l'œil et la joue droite. Ses cheveux étaient teints en rouge. En fait de main, il avait des pinces en métal pourvues de 4 doigts. L'homme s'apprêtait à sortir de sa ceinture un couteau de lancer. Fédor, fébrile, le congédia de 2 balles dans la poitrine. Le Razfulish regarda son abdomen se vider de ses organes. Il jeta un coup d'œil suppliant à son dernier comparse pour qu'il lui envoie un medikit. Mais celui-ci, les bras croisés à hauteur du visage, était en phase avec le subréel et enveloppé de tourbillons de spectres oniriques. Des lianes de jade lui poussèrent des mains et vinrent empêtrer Fédor qui en lâcha son arme, surpris. Ce dernier, énervé, tentait de se libérer en tirant de toutes ses forces sur les liens magnétiques du mage. Mais à ce jeu, il n'arriva qu'à épuiser ses ressources mentales et physiques plus vite. L'autre arborait le masque de cuir des mages mercenaires sous un chapeau de fou avec 3 oreilles d'âne bicolores noires et bleues retombant sur sa marotte ornée d'un collier en plumes de jais. Le mage, le regard sans iris ni pupille, les globes comme de la nacre, scandait tel un ventriloque, car l'une des règles des mages était que le son tuait le sort. Ses lèvres ne bougeaient pas. Pourtant, il envoya une déferlante d'énergie à Fédor qui peinait à respirer. Fédor cracha quelques filets de sang. Il demeurait au sol, secoué de convulsions. Ses bras et ses jambes étaient tétanisés par la douleur. De l'autre côté de l'esplanade, il vit une enfant agiter ses bras, zébrant l'air plombé d'éclairs saphirs. Mais lorsqu'il retrouva ses facultés visuelles, entre 2 absences, il lui sembla qu'un boomerang en forme de S enflammé venait de carboniser le Razfulish. Fédor se leva, ramassa sa chapka et son Icar qu'il remit dans son holster. Il s'avança vers le square proche duquel une fillette à genoux reprenait ses esprits. « Merci », lui dit-il simplement. La fillette ne répondit pas. Elle était éreintée, car elle devait respecter un silence après avoir lancé un sort. Elle fit signe de la main à Fédor d'attendre. Celui-ci s'excusa. Il prit le pas de course en direction du Cloudway. La ligne était bloquée par une équipe de maintenance. Fédor, très inquiet, s'assit dans un siège ergonomique et le fit pivoter pour tourner le dos aux autres passagers de la rame. Après 20 minutes d'arrêt, le Cloudway repartit de plus belle. Lorsqu'il consentit à se retourner, la fillette qu'il avait sauvée lui faisait face, l'observant avec intérêt. Elle jouait avec un narrateur. Ses vêtements parmes et le tatouage ostentatoire en ellipse sur son front ne laissaient aucun doute. Elle appartenait à la caste des élevés. Face à elle, l'homme, simple éphémère de rang 3, savait ce que cela signifiait. La constitution d'Andris était claire. Un éphémère pouvait exiger l'exécution d'une directive par un subalterne. Mais tout éphémère ayant accédé à l'élévation détenait un droit absolu sur la vie et la mort des autres, quel que soit leur rang. Fédor serra les mâchoires. Mieux valait ne pas attirer l'attention, surtout face à une élevée qui avait choisi pour enveloppe immortelle l'apparence d'une fillette. Le narrateur, lui, n'était pas en mode silencieux. Tous les passagers de la rame du Cloudway entendaient ses commentaires. Son boîtier d'ébène, de la taille d'une main, projetait un écran tridimensionnel où défilaient des données environnementales. À chaque arrêt, l'appareil annonçait les correspondances et évaluait en temps réel le degré d'affinité entre les passagers.
Une application détaillait jusqu'à leur curriculum vitae, leur phénotype et leur archétype social. Fédor poussa un soupir d'agacement. Il fronça les sourcils. « Ok, Mrs. Jouvencel, merci de m'avoir sauvé la mise. Je ne vous en serai jamais assez redevable. Mais si vous pouviez arrêter de jouer avec ce machin, je vous en saurais doublement gré. » La fillette sourit. « D'accord. Si vous descendez avec moi au prochain arrêt, j'ai comme l'intuition que vous allez au-devant de graves ennuis. » Fédor haussa un sourcil. « Peut-être bien, petite, mais ça ne te concerne pas. Tu es une élevée et nos convictions ne peuvent que se télescoper. » « N'en soyez pas si sûr, monsieur Wojtchenko. Avant d'être une élevée, j'étais une éphémère. J'aurais aimé avoir une enfance comme sur Nastaret ou à Ratsful. Tous les élevés ne suivent pas docilement l'idéologie de leurs parrains. Si c'était vrai, pourquoi ne pas rejoindre le Gale? Vous êtes caustique, alors que j'essaie de vous aider. Ne campez pas sur vos positions. Je peux encore vous éviter le pire. » Fédor esquissa un sourire amer. Le pire, ce serait de continuer cette conversation. Il amorça son départ. La fillette parut vexée. D'un geste sec, elle braqua son narrateur sur lui. L'appareil énonça d'une voix neutre. Fédor Wojtchenko, éphémère de rang 3, ancien programmeur pour une entreprise de transport aérien, puis soldat d'un contingent d'éclaireurs sapeurs après sa première métempsychose. S'est illustré dans plusieurs missions coloniales. 1,83 m, métabolisme bon, système pileux Auburn, yeux pâles à dominante bleue. Origine, contrée de l'Est, nez épaté. Fédor sentit la colère monter. Il la maîtrisa d'un souffle lent, mais ses poings se crispèrent malgré lui. Rencontre entre Fédor et Alicia. Fédor traversa le hall d'un pas rapide, noyé dans ses pensées. L'incident avec la fillette le hantait encore, tout comme la rixe avec ses inconnus. Son cursus détaillé par le narrateur de l'élevé lui avait déclenché des frissons glacés. Il serra la mâchoire et balaya du regard la foule compacte. Rien d'anormal. Pas de trace d'elle. Moins une. Il longea une série d'échoppes jusqu'à s'arrêter devant une vitrine où une boule de poil lapait l'eau avec frénésie. Son regard glissa plus loin, à la recherche d'une silhouette familière. Il la repéra enfin. Derrière la vitre du commerce d'animaux, Alicia observait un vivarium, immobile, son tailleur vermillon éclatant sous la lumière tamisée. Son regard vert opalescent suivait les ondulations hypnotiques des crotales, indifférentes aux rongeurs qui se débattaient dans leur gueule. Fédor entra, affectant l'attitude d'un client indécis, laissant son regard errer entre les terrariums et les fresques qui ornaient les murs lambrissés. Une cathédrale féérusienne en miniature. Tout ici respirait le luxe, le raffinement. Rien ne laissait soupçonner l'urgence qui bouillonnait sous la surface. Il s'approcha d'Alicia en maintenant une certaine distance. « Salut Alicia. Prête à voir un vieux rêve se réaliser ?» murmura-t-il. « Tu as mon sac à boum ?» Elle ne détourna pas les yeux des serpents. « Ne perds pas de temps. » Sa voix était basse, tranchante. D'un geste fluide, elle lui tendit la sacoche en cuir qu'elle tenait à l'épaule. « Le message sera diffusé à 20h. Je ne pourrai pas m'infiltrer à nouveau. La bombe logique s'activera au moment où un maximum d'éphémères seront dans la rue. » Fédor hocha la tête, les doigts refermés sur le cuir de la sacoche. « Parfait. Je prends le relais. Si tout se passe comme prévu, le drone remplira sa tâche. » Il marqua une pause et planta son regard dans celui d'Alicia. « Tu es sûr de ne pas avoir attiré l'attention sur nous ?» Un sourire fugace effleura ses lèvres. « Ma couverture a tenu. 3 mois de loyaux services, Fédor. J'ai même failli obtenir une promotion. » Elle haussa les épaules. « Les apparences sont souvent trompeuses. Maintenant dépêche-toi, au lieu de jouer les stratèges. » Mais Fédor n'était pas dupe. « Hé, Alicia !» Elle tressaillit imperceptiblement. « Quoi ? Tu es sûre que ça va ? Tu as l'air soucieuse. » Un silence. Elle sembla hésiter, puis détourna le regard. « On n'a qu'une chance de faire connaître le Gale. »« Non, il y a autre chose. » Fédor plissa les yeux. « J'en mettrai ma main à couper. » Alicia crispa la mâchoire. « Fédor !» « Je finirai bien par savoir. » Il laissa planer les mots entre eux avant de se détourner. Il sentit son regard le suivre, brûlant. Une tension sourde vibrait dans l'air. Quelque chose n'allait pas. Il le savait. Elle aussi. Mais aucun d'eux n'avait le temps d'affronter cette vérité. Pas encore. Vous venez d'entendre les premières pages des Gardiens d'Andris, roman de space opéra de Romain Savignac.
Vous pouvez vous le procurer sur Amazon au format broché ou e-book. Son autre roman Abscisse ordonnée, anciennement publié aux éditions La Bartavelle, est aujourd'hui épuisé et Romain Savignac est en recherche d'éditeurs pour le republier. Avis aux amateurs. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous souhaitez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou laisser un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.